Alors aujourd'hui, on va faire une expérience de pensée pour voir comment on peut mesurer l'intelligence et en même temps la définir. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. En fait non, ce n'est même pas une expérience de pensée. Tout ça a déjà été mis en place, largement testé et confirmé, mais ce sera la conclusion à la fin de la vidéo. On va faire comme si ça n'a jamais été le cas. Voilà ce que je vous propose comme expérience pour mettre au point une manière de mesurer l'intelligence. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Prenez une personne au hasard dans la rue. Demandez à cette personne de réfléchir à 10 questions auxquelles elle estime qu'une personne intelligente est capable de répondre. Ou 10 problèmes à résoudre, ou 10 épreuves, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être des problèmes de maths, des devinettes, des questions de culture générale, on s'en branle. Elle peut même proposer des travaux manuels qui nécessitent un peu de réflexion, comme monter un meuble, jouer d'un instrument, ou des exploits de jeux vidéo, Tetris par exemple. On s'en fout des 10 items que cette personne va proposer, ok? On s'en fout de ce que cette personne a comme définition de l'intelligence, on s'en fout de son niveau socio-économique, éducatif, de sa culture, on s'en fout de tout ça. C'est une personne prise au hasard. Oh, quel hasard! Maintenant, répétez la même opération avec 1000 autres êtres humains pris au hasard. Encore une fois, on s'en fout de leur niveau socio-économique, culture, etc. Vous leur demandez à chacun de vous pondre 10 questions auxquelles ils pensent qu'une personne intelligente est capable de répondre. Voilà, là vous avez une base de données de 10 000 questions générées par 1000 personnes de milieux socio-culturels, niveau éducatif, économique différents. Ça demande une certaine quantité de ressources pour mettre au point une telle base de données. Du temps et de l'argent tout simplement. Évidemment, on peut extrapoler. Si vous avez encore plus de moyens, pourquoi ne pas créer une base de données de 100 000 questions en interrogeant 10 000 personnes? Bref, on va partir sur une base de 10 000, mais le raisonnement est le même avec 100 000, 1 million. Vous avez maintenant une base de données de plein de questions qui ratissent toutes les définitions de l'intelligence qu'ont les personnes qui les ont proposées. Maintenant, allez chercher 1000 volontaires au hasard pour leur poser ces questions. Vous prenez un volontaire, qu'on va appeler volontaire 1, vous lui posez 100 questions prises au hasard dans la grande base de données. Vous prenez un autre volontaire, qu'on va appeler volontaire 2, vous lui posez les 100 mêmes questions, vous faites pareil avec un volontaire 3, un volontaire 4, un volontaire 5, etc. Vous faites ça à 1000 personnes. Ok, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Mais oui, c'est clair! Voilà, après tout ça vous aurez 1000 scores appartenant à 1000 personnes qui ont répondu à une même série de 100 questions prises au hasard dans une base de données de plein de questions. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous prenez ces 1000 personnes, vous leur faites passer une autre série de 100 questions, vous les hiérarchisez de nouveau selon leur performance à cette deuxième série de 100 questions, et bien vous remarquez que vous obtenez quasiment le même classement. Étonnant, non? Un même mec qui a obtenu un bon score à une première série de 100 questions obtiendra un bon score à une deuxième série de 100 questions. Un mec qui répond mal à une première série répondra aussi mal à une autre série de 100 questions. Là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de séries de 100 questions, mais vous pouvez évidemment imaginer des séries de 150, 200, 300. C'est même mieux statistiquement parlant. Vous aurez des scores et des rangs encore plus précis, encore plus stables. Pour moi, c'est un top produit. C'est juste que d'un point de vue pratique, il faudra passer plus de temps avec chaque volontaire pour leur faire passer les tests, quoi. À la fin de la journée, vous avez une base de données de milliers de questions qui ratissent très large. Vous avez 1000 personnes qui ont répondu à plusieurs séries de 1000 questions prises au hasard dans cette base de données. Vous avez plusieurs classements pour ces 1000 personnes qui ont répondu à plusieurs séries de 100 questions prises dans cette base de données. Si vous avez bien fait comme il fallait, vous verrez que pour une personne donnée, son classement est quasi le même, peu importe la série de 100 questions. Comme c'est bizarre! On peut même aller encore plus loin en étudiant les différentes questions qui se trouvent dans la base de données. On peut repérer les questions auxquelles les gens qui ont un bon classement sont capables de répondre. On peut repérer les questions auxquelles les gens qui ont un classement moyen sont capables de répondre. On peut repérer les questions qui sont plus adaptées pour ceux qui sont en bas du classement. Bref, on pourra hiérarchiser des questions faciles, moyennes, difficiles, faire des catégories de difficulté. Vous croyez que dans le jeu Qui veut gagner des millions, ils font comment? Bien sûr qu'ils ont des catégories de difficulté de questions. Des questions à 1500 € auxquelles quasi tout le monde peut répondre. Des questions à 1 million d'euros pour lesquelles seule l'élite, un pourcentage très restreint de la population, connaît la réponse. Qui veut gagner des millions, c'est centré sur la culture générale. Ici, moi je propose une base de données qui a pour ambition de mesurer l'intelligence dans le sens le plus large possible et incluant toutes les définitions imaginables. On peut aussi classer les questions dans des catégories selon les capacités cognitives auxquelles elles font appel. Est-ce que cette question demande des capacités de visualisation dans l'espace? Est-ce que cette question demande une certaine maîtrise du langage verbal, une certaine maîtrise des nombres? Est-ce qu'on peut étiqueter cette question comme faisant appel au raisonnement, la vitesse de traitement de l'information, les capacités de mémorisation? Bref, vous pouvez même inventer vos catégories. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. En connaissant les performances des volontaires qui ont répondu à ces questions, vous allez non seulement être capable de classer les questions selon des catégories de capacités cognitives, mais aussi selon les niveaux dans le classement général. Vous allez repérer les meilleures questions pour mesurer la maîtrise du langage chez les tops du classement, le milieu du classement, le bas du classement. Les meilleures questions pour mesurer la visualisation dans l'espace chez les bons, chez les moyens, chez les nuls. Les meilleures questions pour mesurer la mémoire chez les bons, les moyens, les nuls, vraiment tout ce que vous voulez. Et ce qui est encore plus fascinant, peu importe les catégories que vous proposez, si vous avez posé assez de questions à assez de volontaires, vous allez remarquer qu'en général, les gens qui sont bons dans une catégorie sont aussi bons dans les autres. Ceux qui sont nuls dans une catégorie
sont nuls dans les autres, ou encore des gens moyens partout. Il y a des corrélations entre les perfs pour les différentes capacités cognitives. Vous verrez plus souvent des gens nuls partout, moyens partout, bons en tout, que des gens qui font le grand écart, en étant à la fois excellents pour une catégorie et nuls dans une autre. Ça suggère qu'il y a une base commune entre toutes les formes, toutes les définitions de l'intelligence, une base commune entre toutes les capacités cognitives. Les différentes capacités cognitives utilisent certaines des structures du cerveau qui sont communes. Les différentes capacités du cerveau sont corrélées comme les autres parties du corps en fait. Si je mesure vos mains et vois qu'elles sont grandes, il y a de grandes chances que vous soyez grand en taille. Je me présente taille. Ayez des grands pieds, et ben c'est la même chose qu'on a retrouvé pour les différentes capacités cognitives. Étonnant, non? Ah tiens, ça a même déjà un nom. Ce point commun entre toutes les capacités cognitives, toutes les formes et définitions de l'intelligence, ça s'appelle G, l'intelligence générale. C'est justement ce que prétendent mesurer les tests de QI. Encore plus étonnant, si vous faites passer des tests de QI à 1000 personnes, puis établissez un classement à partir de leur score de QI, à ces mêmes 1000 personnes, vous leur faites répondre à des séries de 100 questions de la base de données que j'ai proposée, puis faites des classements selon leur performance à ces séries de 100 questions. Vous allez voir que les classements sont quasi identiques, se superposent quasiment. Si vous êtes dans le top 10% au test de QI, vous serez aussi dans le top 10% au test des questions qu'une personne intelligente est capable de répondre. On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Voilà comment ont été conçus les tests de QI. On peut donc estimer le QI d'une personne qui n'a jamais passé de test de QI, avec des questionnaires comportant plein de questions qui ratissent toutes les capacités cognitives, comme ce que j'ai proposé. Les tests de JAPD, certains tests psychotechniques à l'armée, les tests entre guillemets très généraux, comme celui que j'ai proposé de construire, il en existe déjà pour entrer dans les universités américaines. Le test SAT par exemple. Le SAT, Reasoning Test, est un examen standardisé sur une base nationale et utilisé pour l'admission aux universités des États-Unis. Un test avec des barèmes maximum allant de 200 à 1600 points en combinant les résultats de 3 sous-examens, mathématiques, lecture critique et écriture, ou en remplissant certaines sections particulières. Le SAT est un test qui dure 3 heures. C'est un examen que passent quasiment 2 millions d'étudiants par an. Est-ce que vous savez que Bill Gates et Mark Zuckerberg, par exemple, ont obtenu les scores parfaits, c'est-à-dire 1600 points sur 1600 à ce test. Avoir 1600 points sur 1600, ça veut dire faire partie du top 0,1%, voire 0,001% de la population générale. Tu seras heureux. Et si on rapporte à l'étalonnage du score de QI, une personne sur 1000 arrive à avoir 145, un test de QI. Bill Gates et Mark Zuckerberg ont obtenu à l'examen SAT un score parfait que moins d'une personne sur 1000 obtient. C'est comme ça qu'on arrive à estimer qu'ils ont des QI supérieurs à 145 sans même leur faire passer des tests de QI. Le score du QI est étalonné de la façon suivante. La moyenne, la médiane est à 100. L'écart type est de 15 points. Ça veut dire que 68% de la population générale se situe entre 85 et 115. Le top 15% de la population a un QI de 115 et plus, un écart type. Le top 2,5% a un QI de 130 et plus, 2 écarts types. Le top 0,1%, une personne sur 1000, a un QI de 145 et plus, 3 écarts types. Le compte est bon. On arrive à estimer des QI de certaines personnes à partir des accomplissements intellectuels dont on connaît le pourcentage de la population qui en est capable. Le test SAT par exemple. Et ça ce soir, ça va se savoir. Voilà, vous savez l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur le QI, G, l'intelligence générale et comment on mesure l'intelligence. Pour moi, c'est un top produit.